Alors, nous donnons la parole au professeur Stéphane Hans de Suresnes sur le développement de la chirurgie minimale invasive, très tendance, mais surtout au laser et aux robots dans les cancers du larynx. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter donc le développement de la chirurgie minimale invasive au laser et au robot dans les cancers du larynx. Mon patron, le professeur Branu, avait présenté il y a une dizaine d'années à cette même académie l'évolution de la chirurgie partielle vers la chirurgie minimale invasive et on va voir que 10 ans après, c'est devenu quasiment une pierre angulaire du traitement des cancers du larynx. Okay. Alors, quelques mots d'histoire. Vous savez, le larynx est un organe sphinctérien complexe qui nous permet de déglutir, de respirer et, chez l'être humain, qui permet la phonation. Alors, la première laryngectomie totale avait été décrite par un très grand chirurgien à Vienne à la fin du 19e siècle, il s'appelait Billroth. Et tout au cours du 20e siècle, surtout les chirurgiens européens ont développé ce que l'on appelle la chirurgie partielle laryngée afin de conserver ce sphincter laryngé pour ne pas faire la mutilation d'une laryngectomie totale. À partir des années 80, s'est développée la chirurgie au laser CO2 et c'est surtout les écoles allemandes qui l'ont développée. Et à Paris, en France, c'est le professeur Schreiber, qui était à l'hôpital il y a 30 ans, qui a été le premier instigateur de la chirurgie au laser en France. Et en ORL, en cancérologie ORL, c'est à partir de 2005 que nous allons voir que le développement de la chirurgie robotique a pris un pas conceptuel. La chirurgie au laser n'a rien à voir avec la chirurgie partielle par voie externe. Par exemple, si on a un cancer du plan glottique, on va retirer un étage du larynx et après on va faire une pexie. Alors qu'en chirurgie au laser par voie endoscopique, qui se fait sous microscope, on va suivre les extensions de la tumeur et donc préserver beaucoup plus de tissus sains, ce qui va permettre une réhabilitation beaucoup plus rapide pour le patient. Et au cours des années 2000, on peut dire clairement que ce traitement est devenu le standard chirurgical des cancers glottiques de stade précoce, à savoir les carcinomes in situ, les T1 et les T2. Ça a été clairement démontré par plusieurs publications que c'est un traitement qui est aussi efficace que les laryngectomies partielles et qui est meilleur que la radiothérapie sur le plan oncologique. C'est un traitement qui permet une meilleure qualité de vie pour nos patients à court terme et à long terme. C'est un traitement qui est moins onéreux sur le plan médico-économique, d'autant que nous allons voir tout à l'heure qu'on peut le même faire en ambulatoire. Et d'autre part, ça permet surtout, ce qui est très intéressant, c'est de garder toutes les options thérapeutiques, c'est-à-dire qu'un patient qui va récidiver ou qui va faire une localisation métachrone au niveau du larynx, on peut refaire du laser. Et ainsi, depuis 15 ans, il y a certains patients, j'ai opéré 6 fois au laser. Bien évidemment, on ne peut pas faire 6 laryngectomies partielles ou 6 radiothérapies à un même patient. Et enfin, il y a eu des études récentes qui ont montré que quand on donne le choix aux patients entre la radiothérapie ou le laser, clairement, 95% des patients optent pour la chirurgie au laser. Alors, les résultats carcinologiques, j'ai mis des séries de plus de 100 patients. Très important parce que c'est une chirurgie où la courbe d'apprentissage est très longue. Par exemple, pour moi, j'ai mis une dizaine d'années à devenir performant dans cette chirurgie parce que c'est vrai que malgré tous les outils de caméra, etc., c'est essentiellement celui qui regarde dans le microscope et qui opère qui voit bien les extensions tumorales de la tumeur. Et dans les résultats carcinologiques, si on prend des séries de plus de 100 patients, vous voyez qu'on a un contrôle local qui est excellent et un taux de préservation de laryngée qui est excellent. Des résultats fonctionnels qui sont très bons. Les patients n'ont plus de trachéotomie, plus de sonde nasogastrique, et je vous dis maintenant, je le fais même en ambulatoire. Quelles sont les questions qui restent posées en 2021 sur cette chirurgie transorale au laser CO2? Premièrement, comment optimiser l'exposition du plan glottique? Si on prend la littérature internationale, vous voyez qu'il y a 1 à 24% des patients qui sont considérés comme non exposables.
Et nous avons fait un papier cette année sur 148 patients et nous avons, vous voyez, au fil des années, développé un certain nombre, je dirais, de trucs et d'astuces qui permettent d'optimiser le plan glottique. C'est l'utilisation de différents types d'endoscopes, comme vous avez sur votre droite, la position du patient qui est très importante au bloc opératoire, qui est une position qu'on appelle de Boyce-Jackson, et d'autre part, à gauche, le fait d'utiliser le laser. Par exemple, ici, on va réséquer la bande ventriculaire, c'est-à-dire la fausse corde vocale au-dessus de la corde vocale, pour parfaitement voir l'extension de la tumeur glottique, par exemple, vers le ventricule. Et tous ces trucs et astuces permettent, vous voyez, dans ma publication, de pouvoir traiter 95% des patients, et seuls 7 patients, finalement, j'ai été obligé de les opérer par laryngectomie partielle. Autre question débattue, les marges de résection. En cancérologie, vous savez que les marges, c'est un problème très important. Cependant, nous avions montré avec Caroline Hoffman dans une publication en 2016, sur notre série de 200 patients, que les marges soient négatives ou très proches de la tumeur, voire positives, ne changeaient aucun critère carcinologique, à savoir au niveau à 5 ans, de la survie globale, du taux de préservation laryngée, etc. Là, c'est encore que c'est le chirurgien sous le microscope qui voit les extensions de la tumeur et qui va adapter la meilleure résection. Il faut comprendre que pour nos collègues anapathes, quand ils reçoivent la pièce opératoire qui va faire, mettons, 3 mm, avec le laser, il y a une rétraction de la pièce opératoire et du coup, ils ont beaucoup de mal à savoir si la limite est envahie, pas envahie, très compliqué. Récemment, il y a une étude américaine sur la National Cancer Database sur 747 patients, vous voyez, qui avaient un cancer glottique de stade précoce et qui a montré que les marges n'avaient pas d'impact sur la survie. Autre question qui est débattue actuellement, la commission antérieure. La commission antérieure, c'est l'endroit où les deux cordes vocales se rejoignent. C'est classiquement une zone anatomique qui a une faiblesse parce qu'il n'y a pas de périchondre en avant. Donc, la tumeur est directement en contact avec le cartilage et avec l'âge, on a une ossification du cartilage thyroïde et l'ossification a été montrée qu'est un facteur de propagation de la tumeur, comme vous avez sur la copie histologique, où on a une tumeur de la commissure antérieure qui envahit clairement le cartilage thyroïde. Ce sont des diaporamas qui ont été faits par Kirchner, qui est un Américain qui a toute sa vie découpé des larynx tumoraux et qui a un atlas très intéressant pour étudier les extensions des tumeurs du larynx. Alors, l'envahissement de cette commission antérieure est très controversé dans la littérature. Vous voyez, Peretti, qui est un grand laryngologiste italien, sur 81 patients sur 400, en gros, disait qu'il n'y avait pas de différence significative. Par contre, Steiner, qui est un Allemand, trouvait qu'il y avait une différence de survie globale, mais il avait beaucoup plus, comme vous voyez, sans sa série de commissures antérieures. Nous avons fait une étude et en 2016, nous l'avons publiée, et vous voyez, entre une atteinte ou pas de la commissure antérieure, il y avait une différence significative de tous les critères carcinologiques, sauf de la survie globale à 5 ans, exactement la même chose qu'avait trouvé Steiner auparavant. D'autre part, nous avons publié la même année un autre papier, parce que selon moi, il y a 2 types de commissions antérieures. Il y a soit les tumeurs, comme vous avez ici, qui sont en fait des tumeurs du tiers antérieur de la corde vocale, qui sont les plus fréquentes, qui vont vers la commission antérieure. Et là, c'est ce que l'on voit sur la coupe histologique. On a la tumeur ici qui va vers la commission antérieure. Et ici, vous avez le ligament de Breuil qui a été préservé. Et donc, vous voyez que la tumeur n'est pas au contact du cartilage thyroïde. Et par contre, vous avez les tumeurs de la commission antérieure qui sont beaucoup plus rares, mais qui, elles, vont rapidement entraîner une rupture du ligament de Breuil, un envahissement du cartilage. Et bien sûr, ce ne sont plus des tumeurs qui sont accessibles à la chirurgie minimale invasive au laser. Alors, conclusion de cette première partie. À mon avis, c'est clairement la première option maintenant du traitement chirurgical des cancers de stade précoce. Ça permet, plusieurs questions restent posées, comme nous l'avons vu, l'exposition laryngée, la commissure antérieure, les marges de résection. L'intérêt de cette chirurgie, c'est que toutes les options restent ouvertes en cas de récidive ou de cancer métachrone. Le seul inconvénient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la courbe d'apprentissage qui est très longue. Et en ce moment, à ce titre,
on est en train de mettre au point avec les internes, parce que je me suis aperçu que les larynx de cochons avaient en fait une micro-anatomie très proche de l'être humain, et on peut disséquer les cordes vocales des cochons au laser CO2, et on est en train de faire une sorte d'école de chirurgie à ce niveau-là. Au niveau du robot, la première publication a été faite par des Américains, par MacLeod, pour l'utilisation du robot Da Vinci en laryngologie, et c'est l'équipe de Philadelphie avec Weinstein et O'Malley qui ont conceptualisé sous le terme de Transoral Robotic Surgery. Alors comme vous le savez, le robot a évolué. Là, il y a le premier, moi j'avais commencé il y a 10 ans avec le premier, le SI, qui était très lourd, et maintenant le robot est devenu beaucoup plus léger, on peut pousser les bras avec un doigt, et le robot est devenu de plus en plus présent dans nos blocs opératoires. Alors là, j'ai fait une petite erreur, plus de 4500, actuellement on a 6000 robots dans le monde, et la France est très bien placée puisque c'est le 3e pays au monde en termes de robots, et en gros, ils sont à 50% entre le public et le privé, je dirais. Le robot, vous le savez, le robot Da Vinci, le problème qu'il pose, c'est clairement le fait que c'est une seule entreprise qui contrôle tout, voire même l'enseignement. Et ce robot permet une vision 3D, la suppression, tout le monde connaît cela. Et en ORL, le coût n'est pas pris en charge par la T2A ni la CCAM. Et d'autre part, il y a le problème de l'absence de retour de force. Mais moi, c'est ce que je dis à mes internes, ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'on s'aperçoit qu'après une vingtaine de procédures, eh bien, on a une sorte de plasticité cérébrale qui se produit, et on est capable, en touchant avec la pince du robot sur un tissu, voir si ce tissu est infiltré ou pas, s'il est mou ou dur, etc. Donc c'est très étrange, mais c'est ce que j'ai remarqué à plusieurs fois. Donc clairement, c'est une chirurgie minimale invasive parce que, comme vous le voyez, on va introduire dans la cavité buccale du patient les bras du robot, et ce qui va permettre qu'il n'y a pas de communication entre l'extérieur et l'intérieur, donc pas nécessité de faire de trachéotomie, donc pas de sonde nasogastrique, donc une réhabilitation rapide de la déglutition et des durées de séjour beaucoup plus rapides que la chirurgie partielle laryngée. Autre diapositive pour vous persuader de l'intérêt de la chirurgie robotique en cancérologie ORL. Vous voyez, entre 2005 et 2010, il n'y avait que quelques équipes pionnières qui avaient publié. Depuis 2010, on observe une nette augmentation du nombre de publications dans la littérature utilisant le terme donc TORS, Transoral Robotic Surgery. Alors, le robot, au niveau des cancers du larynx, à mon avis, la principale indication, c'est vraiment la laryngectomie supraglottique. Pourquoi? Enfin, les deux indications, c'est l'oropharynx. Vous savez, l'oropharynx, c'est la paroi latérale avec l'amygdale palatine et la base de langue avec l'amygdale linguale. Et c'est actuellement le seul cancer ORL qui est en augmentation lié à l'infection HPV. Vous savez, grâce aux différentes campagnes anti-tabac, anti-alcool, les cancers ORL diminuent en France. Et par contre, ceux liés à HPV augmentent. Et donc, le robot a une indication très intéressante dans l'oropharynx. Au niveau du larynx supraglottique, donc essentiellement l'épiglotte, le carrefour des 3 replis et les replis épiglotiques, c'est également une indication très intéressante parce que c'est un espace suffisant pour que les instruments du robot puissent travailler. En gros, à mes internes, je leur dis, il faut en gros la taille d'une clémentine. Parce que quand vous verrez tout à l'heure, on parlera des cordectomies au robot. Dans l'intérieur du larynx, les bras du robot sont coincés et on a beaucoup de difficultés à travailler, alors qu'au niveau du larynx supraglottique, c'est un espace parfait pour pouvoir travailler. Récemment, on a fait une revue de la littérature systématique avec le docteur Le Chien qui est dans mon service. Vous voyez, il y a 14 articles qui ont été publiés, 422 patients. Les indications, c'est des carcinomes qui sont classés, c'était T1, T2 et certains T3. Avec, vous voyez, des taux de survie qui sont très bons, équivalents aux laryngectomies partielles par voie externe. Et dans la littérature, quand même pas mal de sondes d'alimentation transitoire, voire des gastrostomies définitives. Et dans notre expérience que nous avons publiée également l'an dernier, on avait une survie globale, vous voyez, à 5 ans de 80%, ce qui est très bonne survie, avec un taux de préservation laryngée à 100%, c'est-à-dire qu'aucun patient n'a nécessité une laryngectomie totale de rattrapage, et seulement 8% de trachéotomie transitoire et de sonde d'alimentation. Et ça, c'est vraiment pareil que le laser, c'est vraiment la courbe d'apprentissage.
Moi, quand j'ai commencé le robot en 2008, je mettais beaucoup plus de trachéotomie voilà, comme j'étais le seul à en faire, j'étais un peu, voilà. Et mon patron, Daniel Branu, donc, m'incitait à être très prudent, à juste titre. Et maintenant, avec l'expérience, il y a de moins en moins de trachéotomie, de moins en moins de sondes, avec des durées d'hospitalisation, vous voyez, maintenant qui font 1 semaine, alors que la même chirurgie par voie externe, c'est 1 mois d'hospitalisation. Différence énorme. Cordectomie assistée par robot. Nous avons vu tout à l'heure que clairement la chirurgie minimale invasive au laser, à mon avis, est vraiment devenue le traitement standard. Cependant, certains auteurs remarquent toujours qu'on arrive jusqu'à 25% des patients en gros non exposables, raison pour laquelle il y a eu 7 papiers dans la littérature internationale qui comprend 64 patients. Mais les auteurs font souvent des trachéotomies, car, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est dans l'endolarynx, l'espace est étroit, et donc pour augmenter la vision, ils font des trachéotomies aux patients, ce qui, à mon avis, est un peu en contradiction avec une chirurgie minimale invasive. Et donc, nous avons fait 12 patients. Il y a 2 patients qui n'étaient clairement pas exposables, et sur les 10 patients, 3 ont eu une résection inadéquate par rapport à la taille de la tumeur. Vous verrez sur la diapositive suivante. Par contre, dans notre série, nous n'avions pas de trachéotomie, pas de sonde d'alimentation et un patient récidivé que j'ai retraité par chirurgie au laser. Alors, voici des diapos. Vous voyez, on a beaucoup de mal à bien voir les cordes vocales parce qu'il y a la sonde d'intubation des médecins anesthésistes, bien sûr. Et quand on a introduit la pince plus le laser conduit par le robot, eh bien, il ne reste plus beaucoup de place pour pouvoir faire des résections. Et vous voyez, ça, c'est le patient qui avait une résection trop importante de la corde vocale par rapport à la taille de la tumeur. Donc, les cordectomies au robot, à mon avis, ne sont pas une bonne indication. La chirurgie au laser est la meilleure indication. D'autre part, nous avons, pour ma formation au robot, j'avais été à New York dans le service d'Albert Einstein College à New York, et pour me former au robot en 2008. Et donc, je me suis lié d'amitié avec l'assistant à l'époque qui était Richard Smith, qui est maintenant le chef de service. Et nous avons développé un modèle cadavérique d'abord pour faire des laryngectomies totales au robot, et ensuite sur des patients. Et nous avons fait la première publication en 2013. Puis, depuis 2013, il y a seulement 3 publications internationales qui regroupent au total 11 patients. Dans notre expérience, nous avons 12 patients. Les indications, c'est essentiellement des larynx qui ont été traités par radiothérapie, donc des T3, puisque les T1, T2, on les traite plutôt au laser, donc des T3 qu'on a traités par radiothérapie, mais qui ont été un échec après radiothérapie. Et dans des cas sélectionnés où il n'y a que la tumeur en endolaryngée, sans atteinte importante des cartilages et sans adénopathie périphérique, on peut faire une laryngectomie totale assistée par robot. Autre indication, les chondromucricoïdes, qui sont des tumeurs bénignes du cartilage cricoïde. Et enfin, les larynx dysfonctionnels, par exemple, les patients qui ont un accident de moto avec qui entraîne un dysfonctionnement laryngé majeur. Le problème, à mon avis, de la chirurgie, et vous avez sur la diapositive ici, où on a sorti complètement le larynx par la bouche, de la laryngectomie totale assistée par robot, c'est la durée opératoire qui est nettement supérieure à celle par voie externe. Et en plus, vous voyez, par rapport à la littérature internationale, les cas sélectionnés sont très rares. Donc, ça reste encore à étudier au niveau, je dirais, avec différents services en multicentrique. Alors, la chirurgie robotique, pour finir dans le futur, vous savez, maintenant, il y a le nouveau robot sur votre gauche de Da Vinci, le SP, Single Port. Alors, nous, en ORL, c'est très intéressant. Il n'est pas commercialisé en Europe, mais j'ai pu l'utiliser en Corée, parce que les Coréens font beaucoup de robotique en ORL, en cancérologie. Et l'intérêt, c'est que comme les éléments sont, vous voyez, comme une pieuvre, c'est très intéressant dans l'anatomie compliquée des voies aérodigestives supérieures, pour pouvoir extirper des tumeurs à ce niveau-là. D'autre part, il y a un robot qui a été développé par Med Robotics qui s'appelle le Flex. Vous voyez aussi qui est flexible et c'est assez intéressant, mais actuellement, ils ont des problèmes économiques. Et il y a un nouveau robot, le RevoEye, qui est un robot coréen qui ressemble étrangement au robot d'Intuitive Surgical et qui
a également la possibilité d'avoir ce single port avec ces éléments flexibles. Et actuellement, ils sont en phase 2 de l'expérimentation et je pense qu'il va bientôt arriver sur le marché, ce qui permettra de diminuer le coût des robots. Alors, depuis 2000, donc en conclusion, je dirais qu'on voit vraiment une évolution très importante de la chirurgie minimale invasive au laser et au robot pour les cancers du larynx. Pour le plan glottique et cordes vocales, c'est clairement la chirurgie au laser qui, à mes yeux, est la première indication. Par contre, pour le larynx supraglottique, la chirurgie assistée par robot est très intéressante, comme nous avons pu le voir, avec une reprise de la déglutition le lendemain de l'intervention actuellement. Les patients mangent des yaourts le lendemain de l'intervention et restent en moyenne une semaine à l'hôpital. Et enfin, un petit cliché par rapport à ce que mon collègue a dit précédemment, par rapport à l'aéronautique, sur la gauche, vous avez le cockpit d'un Spitfire et à droite d'un Airbus 380. Et on voit bien que la différence, c'est l'informatique. Et c'est sûr que dans les années qui vont venir, l'informatique au bloc opératoire va prendre un rôle très important, alors que ce soit la réalité virtuelle, augmentée, l'intelligence artificielle, peu importe, c'est surtout l'informatique. Ça peut créer des nouveaux métiers entre les chirurgiens et les ingénieurs, mais c'est, je pense, l'avenir est certainement là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Est-ce que nos auditeurs virtuels ont des questions, Monsieur le Président? Moi, je voudrais revenir un instant sur la notion des marges d'exérèse. Sur les marges. Les marges. Oui. Comment faites-vous pour les étudier avec précision à partir du moment où vous détruisez la tumeur? Détruit la tumeur. Alors, au laser, on ne détruit pas la tumeur. C'est-à-dire que le laser, c'est comme un bistouri. C'est-à-dire qu'on va passer autour. Mais en gros, au niveau du plan glottique, tous les auteurs, les experts, disons, sont d'accord pour dire que les marges de résection sont de 2 mm. Donc, si vous avez une tumeur, mettons, qui fait 6 mm sur la corde vocale, on va passer à 2 mm en avant, en arrière, etc. Et le problème, c'est que la pièce va immédiatement se rétracter. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle les adaptates vont avoir beaucoup de mal à voir les limites de résection. Mais on ne détruit pas la tumeur. La tumeur est vraiment emportée et analysée. Merci. Alors, nous avons une question de Eric Allaire au fond. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît, puis Albert-Claude Benamou, et on remonte vers Maxime Ross. Bonjour, évidemment remarquable et fascinant. J'ai une question extrêmement triviale. Les anesthésistes vous gênent beaucoup avec la sonde d'intubation. Oui. Est-ce qu'il y a des évolutions de la sonde d'intubation en termes de taille ou que sais-je? Alors, surtout, on utilise des petites sondes d'intubation. Sonde numéro 5, en gros, vous voyez. Et d'autre part, c'est vrai qu'une façon générale, surtout au laser, il est recommandé notamment les sondes dites de laser. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des sondes métalliques. Le problème, c'est que ces sondes, elles rigidifient le larynx. Et donc, autant quand c'est des grosses tumeurs qu'il faut désobstruer, là où on va détruire la tumeur, mais pas la réséquer, là, je conseille à mes internes et chefs de clinique d'utiliser les sondes laser, parce qu'on ne voit pas bien la tumeur, la sonde, et on risque de créer un problème, l'oxygène, le laser. Par contre, quand on a une petite tumeur du plan glottique, on peut très bien glisser une petite sonde dans la commissure postérieure, et ce qui permet d'avoir une parfaite exposition du plan glottique. Oui, deux petites questions. Quelle possibilité avez-vous sur l'adaptation en fonction de la taille des organes? Parce que peut-être chez les femmes qui ont des petits larynx par rapport à est-ce que l'espace est suffisant pour pouvoir opérer Oui, les larynx en fonction ne posent pas de problème. Ce qu'il faut avoir, c'est un certain nombre d'endoscopes. C'est-à-dire que la chirurgie, notamment au laser, c'est exactement comme la chirurgie par voie externe. Il faut avoir de nombreux instruments, et notamment des endoscopes de tailles différentes. Et globalement, le but étant de pouvoir mettre le plus gros endoscope, pour pouvoir mettre le rayon laser et mettre une pince pour... D'accord. Et vous avez parlé, deuxième petite question, qui est quand même sûrement énorme, c'est la difficulté de la formation, oui, alors, de la courbe d'expérience pour les jeunes. Laser,
Alors, au robot, par contre, la courbe d'apprentissage est courbe plus d'apprentissage. rapide. Moi, je vois mes chefs de clinique, en une vingtaine de cas, ils sont formés. C'est-à-dire qu'en gros, en une année de clinique, ils sont formés pour la chirurgie robotique. Donc, en deuxième année, ils performance, et puis après, ils savent faire. Par contre, au laser, c'est vrai que même si on met la caméra sur le microscope, etc., on ne voit jamais très bien. C'est vraiment celui qui regarde le microscope qui voit bien la tumeur, les extensions de la tumeur. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a trouvé un modèle et on est en train de développer un modèle d'enseignement avec des larynx de cochon. Et les industriels, le Storz, etc., sont d'accord de nous aider pour que l'on fasse des ateliers et former ainsi les internes et les chefs de clinique, ceux qui veulent se destiner à ce type de chirurgie, pour disséquer la muqueuse, le ligament vocal, etc., d'une façon microscopique au niveau du larynx. Merci. Dernière question rapide. Concernant le single port, effectivement, intuitivement, on comprend bien l'intérêt majeur que ça va avoir. Vous, en termes d'objectifs peut-être tumoral ou peut-être autres, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de réaliser? Nous, au niveau des VADS en bas, donc surtout le larynx et surtout les sinus périformes en latéral, d'avoir des instruments flexibles, c'est très intéressant parce que ça permet d'optimiser l'exposition et surtout la résection et d'aller dans les coins. D'autre part, on a développé, on avait présenté il y a quelques années ce travail sur la base du crâne avec le Da Vinci. Et il y avait des limites avec le docteur Dorian Chauvet, qui est à la Fondation ophtalmologique de Rothschild. Et dans ce modèle, on avait d'abord fait 10 cadavres, et après on avait fait des études scanners, etc. Puis on a commencé à opérer des patients, des tumeurs kystiques, puis des tumeurs plus solides de l'hypophyse. Et c'est vrai qu'on avait même été, vu nos papiers, on avait été approché par Intuitive, et même la vice-présidente de la recherche Intuitive était venue à Paris pour nous auditionner, nous voir ce qu'on... Voilà. Et on lui avait dit, il nous faut des instruments plus dédiés à la neurochir. Là, ça ne va pas, ils sont trop rigides, ils sont trop gros, etc. Après, apparemment, ils ont fait une étude de marché aux États-Unis et ils ont laissé tomber. Mais par contre, ces instruments flexibles pour aller en base du crâne, ça, à mon avis, ça peut être très intéressant. Alors, ça peut être les tumeurs de l'hypophyse, mais également les chordomes et toute la chirurgie de la base du crâne de façon générale. Une question de Jacques Hubert. Bonjour, j'appelle de Nancy. Merci beaucoup pour ce très beau topo. Je suis avec passion ce que font les ORL en chirurgie robotique depuis des années. J'ai eu la chance de côtoyer très tôt Georges Lawson, qui était quand même un des pionniers européens également, qui a participé très tôt à notre DU de robotique à Nancy. La question que je posais, c'est concernant l'évolution du robot. Ce que j'en connaissais, c'est ce qui a été fait avec le S, puis le SI, et ce que vous avez cité. Là maintenant, avec l'expérience du XI, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné en habileté? Est-ce que vous pouvez passer dans des bouches d'ouverture plus petites et travailler dans un espace plus réduit qu'avec l'ancien système? Alors, étonnamment, vous savez, sur le S et le S6, les instruments faisaient 5 mm, là ils font 8 mm, donc ils sont plus gros, mais néanmoins, comme le robot est, je dirais, plus flexible, on déplace plus facilement les bras, etc., on arrive à mieux les mettre au bon endroit, et finalement, le fait que les pinces, etc., soient de taille un peu plus importante que sur les anciens robots, eh bien, on réalise des interventions plus complexes qu'avec le S ou le SI. D'accord, merci. C'est quand même une chirurgie très difficile avec ce type d'instrument, parce que les instruments ne sont pas vraiment adaptés à ce que vous faites. Et alors, ma réflexion, je l'ai déjà entendue de la part des chirurgiens pédiatres. Alors, votre problème, c'est un problème de marché. Et donc, peut-être auriez-vous intérêt à vous mettre ensemble pour... parce que c'est une technologie qui est connue, mais tout à fait. Pour qu'elle soit réduite dans des instruments de petite taille. Alors, c'est vrai qu'intuitive, l'ORL, c'est 2 à 3% du marché. Donc, dès qu'on les voit, c'est 2-3% du marché. Alors, on leur dit de développer des instruments. Voilà. Moi, je crois beaucoup plus à des nouveaux robots. C'est pour ça que je présentais le RevoWide coréen ou le Med robotique, le Flex, parce que je pense que c'est clair que
opérer dans l'abdomen ou opérer dans la gorge, c'est pas les mêmes volumes, quoi. Et donc, on arrive à faire pas mal de choses avec le Da Vinci, vous l'avez vu. Mais moi, je crois plutôt, pour l'avenir, à des robots plus dédiés dans différentes spécialités que à vouloir à tout prix utiliser le Da Vinci. Et, voilà. Je pense. Bien, ben, s'il n'y a pas de questions. Donc, je voulais, pour conclure, saluer Selgina, qui est l'épouse du professeur Frêche, dont a parlé Hans tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.